Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Maude Bouchard-Dupont, historienne et animatrice. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, nous recevons Andrée Lévesque, professeure émérite à l'Université McGill, directrice des archives Passe-Mémoire, spécialisée dans la conservation et la mise en valeur d'archives personnelles comme les autobiographies, les correspondances et les journaux intimes. L'historienne est aussi spécialiste de l'histoire des femmes et de l'histoire du mouvement ouvrier au Québec. Andrée Lévesque est autrice de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, Les filles de Jeanne, est paru au printemps 2024 aux éditions du Remue-Ménage. Dans ce livre, Madame Lévesque fait le récit de Jeanne Perrin, mère de famille protestante, partie de La Rochelle en 1658 pour venir s'installer en Nouvelle-France. Elle suit ensuite ses descendantes sur 10 générations, traversant les décennies en passant du travail de la terre dans le district de Trois-Rivières en allant à Manchester, aux États-Unis, dans les filatures de coton, pour terminer le récit au Témiscamingue en 1915 auprès de Maria Melançon-Brisson et sa famille. Un récit fascinant qu'il faut lire absolument, que vous soyez amateur d'histoire ou de généalogie. Bonjour Andrée. Bonjour Maude. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Ça me fait plaisir. Quelle a été votre inspiration première, votre intérêt à écrire Les filles de Jeanne? Ben, ça fait longtemps que j'écris l'histoire d'inconnus. Que ce soit une militante communiste dont personne n'avait entendu parler, ou quelqu'un comme Eva Circé-Côté, qui était journaliste qu'on avait complètement oublié. Mais ça, c'était des inconnus qui, quand même, comme Circé-Côté, qui étaient devenus notoires, sinon célèbres à leur époque. Mais je me suis toujours intéressée aux anonymes de l'histoire, qui font, d'après moi, l'histoire, que ce soit dans les usines, sur les fermes ou dans leurs travaux ménagers. Elles sont aussi des agentes de l'histoire. On sait que l'histoire se fait aussi par les politiciens qui écrivent des lois, etc., etc. Mais moi, je m'intéresse à la base. Et alors, j'avais toujours pensé faire l'histoire de quelqu'un de complètement inconnu, anonyme. Je dois dire que je n'y ai pas pensé la première, là. Alain Corbin, par exemple, avait fait l'histoire de Pinago, qui était un inconnu. Bettina Bradbury a aussi travaillé sur une inconnue trouvée dans les archives. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à elle. Et comme vous l'avez mentionné, elle est assez singulière en ce sens qu'elle arrive en Nouvelle-France seule, sans mari, avec 3 enfants, et qu'elle est huguenote. Mm-hmm. Alors, quand je l'ai vue au 17e siècle, je me suis dit, ah oui, ben ça... Et au début, je ne savais pas du tout où ça allait me mener, mais je me suis aperçue que je ne pourrais pas faire un livre sur Jeanne Perrin du tout, parce qu'il y a pas de document, ou presque. On a évidemment son certificat de baptême protestant à La Rochelle, des choses comme ça, mais elle a laissé aucun écrit. Donc, j'ai tiré, je me suis rendue jusqu'au début du 20e siècle. C'est fort intéressant, puis j'ai l'impression que des fois, la démarche des historiens, c'est de trouver un écrit de quelqu'un dans les archives, puis partir de ça. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, on part d'une autre démarche, on part d'une personne qui arrive ici en Nouvelle-France, puis on part de cette personne-là, puis là, on avance dans le temps. C'est certain que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs historiennes qui sont intéressés aux gens ordinaires dans les dernières décennies. En quoi votre démarche va se rapprocher ou s'inspire ou encore ici se distingue de ce que les historiens ont fait avant vous? Ben, disons qu'on a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle les gens ordinaires ou le peuple dans la fin des années 60, début des années 70. Hein, c'est l'histoire par la base. Donc, ce que je fais s'insère dans cette lignée-là, qui devient l'histoire. On a eu l'histoire sociale aussi dans les années 60-70, mais qui était très quantitative, alors que pour ce dernier livre, en tout cas, c'est pas très quantitatif, c'est plutôt qualitatif. Mais en fait, il n'y a pas de document.
Et je pense que c'est ce qui en fait un peu, je dirais pas l'originalité, mais presque, là. Oui. La question déjà? Oui, mais en fait, c'est parfait. Ça nous amène en fait à notre prochaine question. C'est effectivement, il n'y a pas de document. Donc, comment on fait l'histoire quand on n'a pas de document, ou du moins très, très peu? C'est sûr, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, à chaque personne, à chaque génération, on replantait les choses dans son contexte pour comprendre quelles étaient les conditions de vie de ces gens, de ces femmes. Quels ont été, je dirais, les principaux défis pour vous? Ces femmes-là ne savaient pas, pour une grande partie de votre corpus, ni lire ni écrire. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de source écrite en tant qu'historien? Ah ben oui, tout d'abord, on le déplore. Mais ensuite, c'est étonnant ce qu'on laisse de traces. Oui. Il y a eu des recensements en Nouvelle-France. Les gens sont là. Il y a eu, par exemple, des listes d'abjuration. On a des listes de personnes qui ont abjuré leur foi, et on voit très bien les 3 enfants qui sont arrivés ici comme protestants, abjurés parce qu'il le fallait pour avoir des sacrements, c'est-à-dire se marier. Oui. Alors, de façon indirecte, on se trouve dans les recensements, on se trouve dans des listes comme ça, mais surtout, on se trouve dans les actes des notaires. Oui. Des actes notariés, et c'est étonnant comme on allait chez le notaire souvent, quelle que soit la classe sociale, là, parce que là, il s'agit d'habitants qui n'ont pas tellement de possession, mais ils vont s'échanger des terres, ils vont en vendre une, ils vont passer un contrat de mariage. Oui. Malgré la coutume de Paris, c'est pas nécessaire un contrat de mariage. Ils vont tous passer un contrat de mariage. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qui assiste au contrat de mariage, la parentèle, des fois le seigneur, rarement, mais enfin, tout ça. Ensuite, un instrument, mais essentiel, c'est la banque de données du PRDH, le programme de recherche en démographie historique, où là, c'est basé sur les actes de baptême, de mariage, de sépulture. Mais par exemple, au baptême, on a la liste des gens qui sont là. On peut voir qui est parrain, marraine. Alors, on reconstruit exactement les liens de sociabilité, les réseaux qui m'intéressaient particulièrement. Alors, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus de sources qu'on pourrait croire, même si on déplore le fait de ne pas avoir un journal intime puis une liasse de correspondance. Mais il y a aussi les archives judiciaires. Alors là, je rêvais d'un crime scabreux, par exemple, quelqu'un qui part avec le mari du voisin, par exemple, ou un meurtre, des choses. Il n'y a rien. Ces gens-là sont très... Des gens tranquilles sur la loi. Il y a vraiment... Sauf au 19e siècle. Et là, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des dettes à la taverne, parce qu'il a il a bu, puis il a mangé, et je cite, des crackers en 1830, on dit des crackers. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'était genre des... Biscuits soda. Genre chips, là. Genre, avant les chips, ça. Alors, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ce qu'on fait, c'est qu'on brode autour. On donne du contexte, on fait l'histoire. Et j'espère, c'est un peu prétentieux, mais d'avoir contribué à une histoire du Québec du point de vue de ces femmes-là. Des grands événements qui se passent autour, qui les affectent peut-être ou non, mais que j'introduis dans mon histoire à chaque siècle, à chaque génération. Quels défis vous avez rencontrés plus particulièrement quand vous avez consulté les sources? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide dans vos démarches? Et que oui. C'était la COVID, Ça a été un projet de COVID dont j'ai pu faire énormément de recherches sur Internet. Mais je ne voulais pas sortir pour aller dans les archives. Ce livre-là en tout cas, les 2-3 premiers chapitres n'auraient pas pu être écrits sans l'aide de ma recherchiste Louise Lénès, qui non seulement a dépouillé les contrats de notaire, les contrats notariés, elle les a transcrits. Parce que moi, je n'ai jamais fait de paléographie. Et l'écriture du 18e siècle, surtout quand le même mot s'écrit de 3 façons différentes, j'avais des problèmes. Alors, Louise Lénès m'a énormément aidée pour tout ça, pour tout ce qui était notarié.
Au 19e, j'ai eu Camille Trudel à Trois-Rivières pour des archives judiciaires. Et les archives que vous avez utilisées mettent un peu en relief, si je peux dire, la condition matérielle de ces femmes que vous suivez à travers le temps. Parce que quand on va chez le notaire, quand on se marie, on a la dot. Quand on veut léguer nos biens à nos descendants, bien, on fait la liste de ce qu'on possède. Est-ce que ça vous a fait réfléchir un peu sur la condition de ces femmes-là pendant une longue partie de votre corpus, là? Absolument. Parce que je dirais presque un fil conducteur, enfin, un thème qui me préoccupe toujours, c'est la mobilité sociale. Oui. Et alors, les indices de mobilité sociale seraient les possessions matérielles des gens. Ça peut aussi être le niveau d'éducation. S'ils savent lire, s'ils savent écrire. Exactement. S'ils font Et une ça croix prend ou du pas. temps. Oui. Et ça... Disons que la première qui est arrivée, Oui, Jeanne Perrin-Dutot, elle savait lire et écrire parce qu'elle était protestante, très probablement, parce que l'éducation se fait par la Bible. Elle l'a peut-être transmis à sa fille, mais après, ça se perd. Et pendant des générations, on a des recensements où on demande si les gens savent lire ou écrire ou les deux, et puis ils sont tous illettrés jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais en fait, on pourra revenir sur ça, mais sur la condition matérielle, on peut la saisir dans les inventaires après décès. Oui. Et dans ce que vous avez mentionné, la dot, par exemple, on va donner, un oncle va donner un lit. Et ce lit-là, on va le voir transmettre une génération plus tard à la fille dans les inventaires. Alors, il y a les inventaires après décès. Et il y a aussi, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai deux, au milieu du 18e, j'ai une mère et une fille, mais pas en même temps, sont deux époques différentes, qui vont se donner à leur fils. C'est-à-dire qu'elles sont veuves, elles ne peuvent plus s'occuper de la ferme, et elles la donnent, et elles donnent la maison, tout ça, à leur fils, habituellement le plus jeune parce qu'il n'est pas marié, qui, en échange, va s'occuper d'elle. Et là, on passe chez le notaire, et on énumère tout ce qu'il doit faire pour elle. Et ça donne une idée. Et entre deux générations aussi, ça donne une idée de ce à quoi on s'attend. Oui. Alors, on s'attend à 12 poules par année, par exemple. Oui. Du bouillon de poulet si on est malade. Je pourrais continuer. Alors, il y a des indices. J'aurais aimé être capable de mieux le cerner, mais on peut voir, par exemple, s'il y a des pièces dans la maison. Et en fait, il n'y en a pas. Non, c'est une grande pièce. Puis, ça, ce sont les recherches de Camille Trudel à Trois-Rivières dans sa tête, dans son mémoire de maîtrise, qui le montre très bien. Alors, ça a toujours été une de mes préoccupations, la mobilité sociale ascendante ou descendante, mais surtout ascendante. Là, mais c'est très lent ici. C'est très lent, hein, sur une longue durée. Là. Oui. Puis on voit quand même une sorte de... Je pourrais pas dire au 19e siècle, quand même un changement de battement en ce qui a trait notamment à l'accès à l'instruction, mais aussi à la condition matérielle qui change un peu. Mais là, c'est essentiel. C'est ça. Parce que c'est dans un inventaire après décès qu'on voit que la maison a une cheminée. Oh. Ah, ouais. Il va en avoir un poêle au 19e siècle. Oui, ça, c'est nouveau. On n'est pas loin des forges Saint-Maurice. C'est vrai. Qui font des poêles. Mais aussi, et là c'est essentiel, c'est l'éducation. Dans les années 1830 à peu près, le curé, parce qu'ils sont à Yamachiche, qui va devenir Saint-Bernabé du Nord, parce qu'on va diviser la paroisse, mais enfin, cette région-là, le curé L'Écuyer, mais surtout le curé du Moulin, va créer des écoles de rang. Parce que ces gens-là n'habitent pas au village. On dit qu'ils habitent Yamachiche, mais en fait, ils sont dans les concessions, ils sont sur un rang, quelques kilomètres pour aller à la messe le dimanche, pour aller à l'école du village, on oublie ça. De toute façon, on a besoin de la main-d'œuvre des enfants sur les terres. Et tout à coup, on va avoir une génération qui va aller à l'école. Alors, on se dit, très bien, ça va les avantager. Alors, les enfants d'Émilie Lefebvre vont à l'école. Il y en a même un qui va devenir inspecteur d'école. Et sa nièce, Marie Tousignan,
va même devenir maîtresse d'école. Alors, maîtresse d'école, c'est pas parce qu'elle gagne beaucoup. Non. Et surtout, en Mauricie, ils gagnaient encore moins qu'ailleurs. J'ai lu les rapports des inspecteurs. Elles étaient moins bien outillées de pupitres ou d'ardoises, tout ça, mais aussi de matériel scolaire en général. Et alors que ailleurs, on pourrait avoir 100 $ par année, là, elle gagnait 50 $ par année. Mais la maîtresse d'école a un prestige. Et elle a un certain respect de la part des parents d'élèves qui, eux, ne savent ni lire ni écrire, etc. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle va épouser un homme illettré. Alors, j'avais l'impression de jouer au serpent ou aux échelles. Tout à coup, on était monté, puis tout à coup, oups, on redescend au même niveau. Oui. Mais leurs enfants vont aller à l'école. Oui, c'est ça, tranquillement, les choses changent. Si on revient au début de votre récit, Jeanne Perrin a su un parcours d'immigration qui est un peu inhabituel dans le sens qu'elle va quitter la France sans son mari, qui est toujours en vie en France, à La Rochelle. Il va mourir quelques mois plus tard à la suite de son départ. C'est quand même quelque chose d'assez inhabituel d'arriver en Nouvelle-France sans son époux, de religion protestante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'ai aimée. Oui, parce qu'elle n'était pas comme les autres. Elle arrive avant les filles du roi. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, il y a très peu de femmes, puis il y a encore moins de femmes qui arrivent toutes seules comme ça. Alors, j'ai son contrat. Ben, je l'ai vu. On a accès sur Internet. Oui. Son contrat d'engagement. Elle est engagée pour une période, d'habitude, c'est 3 ans. Ça peut être... Oui, ben, c'est les engagés, là, les 3 ans. Oui. Ouais. D'habitude, c'est des hommes qui sont engagés. Oui, en fait. c'est ça. Ouais. Elle est engagée comme domestique avec ses 3 enfants. Alors, on se demande pourquoi. Je n'ai pas de preuves écrites, mais on peut... supposer plein de choses. Mais je crois, comme son mari meurt, son mari porte fait. Ce qui veut dire que son métier dépend de la force de ses bras, finalement. Oui. Il transporte de la marchandise, probablement au port de La Rochelle. Et il meurt 3 mois après. Alors, il était probablement malade. Je ne le sais pas, mais il était peut-être malade. L'argent ne rentrait pas. La famille était... et ça ne gagne pas beaucoup au départ, un portefeuille. Alors, il donne sa permission à sa femme de partir avec 3 enfants. C'est dans son contrat notarié, chez le notaire Tulleron, à La Rochelle. Et en plus, elle est huguenote. Mais La Rochelle est un centre protestant. Il y a eu les guerres de religion. Oui, vous l'expliquez l'expliquez bien dans votre livre, d'ailleurs. Oui. Et elle arrive ici. Et on nous avait, je ne sais pas vous, mais moi, enseigné qu'il n'y avait pas de protestants en Nouvelle-France. C'est vrai, c'est vrai. Et cardinal Richelieu avait dit, mais ça confirme encore une fois qu'entre ce qu'on prescrit et ce qu'on fait, il y a une marge. Oui. Et là, il serait arrivé jusqu'à 8000 protestants en Nouvelle-France. Enfin, ça dépend des sources, mais il y en est arrivé quelques milliers. Il faut dire que la France voulait un peu s'en débarrasser aussi à un certain point? Oui, mais elle n'encourageait pas l'immigration protestante. Non. Il n'y avait pas un encouragement. Mais prenez le bateau sur lequel elle arrive et le seigneur où elle va travailler, sa famille, je veux dire, pas le bateau de Jeanne Perrin, mais la famille de Jacques Le Neuf, c'est tous des protestants. Ah! Oui, il arrive avec une espèce de tribu qui s'installe à Trois-Rivières et en Acadie. Son frère Michel, Le Neuf de la Poterie, va être en Acadie, mais il va revenir. En fait, toute cette famille-là est protestante, mais ça ne se poursuivra pas. Non, c'est ça. Parce que pour accéder alors, eux peuvent bien rester, les plus vieux peuvent bien rester protestants s'ils veulent, mais les autres, pour avoir accès au sacrement, vont se convertir au catholicisme. Certains vont vous dire que ça s'est poursuivi en secret pendant quelques générations. Ouais. C'est ce qu'on dit, mais j'ai pas de preuves. C'est pas comme les maranes juifs en Espagne. On n'a pas ce phénomène-là. Alors, pour revenir à Jeanne Perrin-Dutot, je la trouvais singulière, spéciale sous plusieurs aspects. La seule chose qui nous manque, c'est son certificat de décès. On ne sait pas si elle est morte ici ou si elle est retournée là-bas. Elle avait
elle avait ses enfants ici. Moi, je ne sais pas, il ne faut pas faire de projection, mais je trouverais difficile de laisser ses 3 enfants, puis elle commence à avoir des petits-enfants peut-être. Mais on ne le sait pas. Peut-être parce qu'elle était protestante qu'on n'a pas de certificat catholique de sépulture. Alors, il y a plein de points d'interrogation dans ce livre-là, faute de sources. Là. Donc, on part de Jeanne Perrin. Elle décède vers quelles années à peu près? Au début des années 1660, je crois. On perd ses traces. Elle n'est pas au baptême des enfants, par exemple, de ses petits-enfants. OK. Fait que là, on suit la trace de sa fille, de sa petite-fille. Quelles ont été, je dirais, les sources qui ont ressorti pour ses descendantes? Alors là, il n'y a que les sources démographiques, surtout. Là, avec le PRDH, on a vraiment le programme de recherche en démographie historique. Et j'ai choisi de suivre une ligne matrilinéaire. Hein. Oui, hein, c'est assez... Ce qui complique, c'est qu'elle change de nom à chaque génération. Ah oui, hein? Ouais. Alors, j'essaie de donner les 2 noms, le nom de jeune fille et son nom marié, pour qu'on fasse la différence. Alors, pour revenir à sa fille, en fait, il y a un procès qui implique sa fille, où elle est faussement accusée d'avoir volé une chemise et elle se fait torturer. Cette histoire-là, oui. C'est vraiment sordide ce qui se passe à Montréal. On fait une messe noire et tout ça. Oui, je ne veux pas vous donner des détails croustillants, mais en fait, quand on voit ce genre de cruauté pour amuser la bourgeoisie de Montréal, un soir d'hiver quand il ne se passe rien, parce que les divertissements profanes sont interdits plus ou moins. Oui. Alors, on se fait nos parties à la maison. Oui. Et elle est impliquée là-dedans, puis elle va être blanchie, mais il n'y aura aucune compensation matérielle ou quoi que ce soit. Oui, pauvre elle. Mais on en parle dans une revue de Nouvelle-France, une de nos éditions. Auditeurs, auditrices, si vous êtes abonnés à la revue Nouvelle-France, on parle de cette histoire de messe noire et de souper où ça se termine pas très, très bien pour justement certains membres de la domesticité. Mais c'est ça, là, les filles de Jeanne Perrin vont être domestiques également pendant... Alors, celle-là, oui. En fait, les 2. Oui. Quand elles arrivent ici, la plus jeune, je crois que c'est 9 ans, elle n'est pas payée, mais elle est inclue dans le contrat. Donc, elle travaille avec sa mère, comme les enfants travaillaient d'ailleurs à l'époque. Et sa sœur, plus âgée, elle va être domestique, mais pas dans la même maison. Et sa fille va être domestique. Mais après, c'est fini. Sa fille domestique va épouser un habitant. Et ensuite, pendant des générations, ça va être des familles d'habitants sur des terres. Dans la région de Trois-Rivières. Dans la région de Trois-Rivières. Ah, oui, parce que quand ils sont arrivés, j'ai oublié de le mentionner, c'est au Cap-de-la-Madeleine. Elle arrive avec les enfants pour travailler chez le seigneur du Cap-de-la-Madeleine, Jacques Leneuf de la Poterie. Mais de là, Madeleine, sa fille, puis la petite fille vont épouser des habitants de la région. Et vers Yamaché, justement. Ça sera tous des familles nombreuses pour la plupart. Oui. Mais ce qui est étonnant, pendant 10 générations, il n'y en a pas une qui meurt en couche. Jusqu'au 20e siècle, en tout cas. Ouais. Ils ont tout accouché à la maison et avec des sages-femmes. C'est une large descendance de Jeanne Perrin. Combien il y aurait de descendants aujourd'hui de Jeanne Perrin? Par exemple, sa fille épouse un Lemay. Les Lemay. Puis leur généalogie est très connue au Lemay. Alors, je ne vais pas aller là-dedans, là, mais... Oui. Et puis l'autre, Charles Dutot, oui, c'est des grandes familles. Mais les noms se sont perdus par les 2 filles. Oui. On les connaît surtout par des Leblanc, parce que sa fille va épouser Nicolas Leblanc. Ben, Leblanc, on pense toujours que c'est un nom acadien, mais c'est aussi dans la région de Montréal, ou de Trois-Rivières, en tout cas. Ouais. Alors, il y en a partout, des Leblanc. Parfait. Excellent. Ben, nous arrêtons un instant pour écouter Un Canadien errant, chanté merveilleusement par Nana Mouskouri en 1966. La chanson reprend le poème d'Antoine Gérin-Lajoie, écrit en 1842 et qui traite du destin cruel des patriotes condamnés à l'exil. Très populaire, ce poème était chanté dans les maisonnées au milieu du 19e siècle. Bonne écoute! Un Canadien errant, banni de ses foyers,
manger. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ses mots. Au courant fugitif, il adressa ses mots. Si tu vois mon pays malheureux, si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Oh, mais en expirant, oh mon cher Canada, oh, mais en expirant, oh mon cher Canada, mon regard languissant vers toi se portera. Mon regard languissant vers toi se portera. Rebonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maude Bouchard-Dupont. Nous sommes de retour à notre entrevue avec Andrée Lévesque, professeure émérite à l'Université McGill, autrice de l'ouvrage Les filles de Jeanne, qui est le sujet de notre entrevue aujourd'hui à l'émission Notre histoire en tête sur les ondes de Radio Ville-Marie. Donc, notre prochaine question comporte ces grands changements qui vont bouleverser la Nouvelle-France, la conquête et la Révolution américaine. Donc, deux événements qui vont nous amener des nouvelles populations ici sur l'ancienne Nouvelle-France. On peut penser aux Acadiens, aux Anglais, aux Irlandais, aux Écossais, aux loyalistes aussi qui arrivent à la suite de la conquête Révolution américaine. Est-ce que l'arrivée de ces gens va changer la composition des villages du district de Trois-Rivières? Parce qu'on est vraiment dans ce secteur-là. Est-ce que les natifs, on pourrait les appeler comme ça, vont contacter des alliances avec les nouveaux venus, les Acadiens ou autres? Est-ce que vous avez vu ça à travers votre récit? C'est très directement relié à l'histoire de cette lignée. D'abord, je voudrais parler du seigneur de Yamachiche à l'époque. À la conquête, comme dans plusieurs seigneuries, les seigneurs ont vendu à des Britanniques. Or, Conrad Gugy, qui s'était battu avec les Britanniques, était suisse, parlait probablement français, parlait français en fait. Et c'est lui qui devient seigneur. Et c'est lui qui va accueillir des loyalistes aussi après la Révolution. Il va leur ouvrir une espèce de camp de réfugiés, si vous voulez. Mais la plupart ne resteront pas. Ils vont aller fonder des villages comme Saint-Gabriel de Brandon par la suite. Mais ce qui va affecter beaucoup plus directement la population du village, c'est l'arrivée des Acadiens, qui sont arrivés en deux vagues.
Bon, les Acadiens avaient été dispersés. Oui. Ceux qui sont arrivés dans la région venaient de la région de Boston, surtout. Certains sont montés par la vallée... ceux qui étaient plus à l'ouest sont montés par la vallée du Richelieu, traverser le fleuve. Et d'autres sont partis par Boston et ont monté la côte, ont remonté le golfe et le fleuve Saint-Laurent, puis sont arrêtés à Yamachiche. Alors, il y a 2 vagues. Il y en a une avant la conquête, vers 1758. Quelques familles arrivent à Yamachiche, accueillies par le curé et tout. Puis, il y a une vague encore un peu plus importante qui va arriver 10 ans plus tard. Et ça, c'est des gens qui avaient fait tous les métiers, avaient presque crevé de faim en Nouvelle-Angleterre, et qu'on retrouve sur un bateau qui est censé les envoyer parce qu'on veut vraiment s'en débarrasser. Ils sont catholiques, ils sont suspects, on ne sait jamais s'ils vont être fidèles à leur nouveau pays, enfin au pays où ils sont exilés. Alors, on les expulse, on les met sur un bateau qui devait aller à Saint-Domingue, Haïti-Saint-Domingue. Et c'est surtout pas là qu'ils voulaient aller, parce qu'on savait qu'on avait déjà envoyé des Acadiens là-bas qui n'avaient pas survécu un an aux conditions matérielles, ce qui nous donne une idée de ce qui arrivait aux esclaves aussi. Oui. Mais on en parle moins, mais ça, c'est pour les Acadiens qui étaient allés. Alors, on dit qu'un passager, Benoni Doucette, a enfermé le capitaine dans sa cabine, s'est emparé du gouvernail, a retourné vers le nord plutôt que vers le sud, et s'est rendu jusqu'à Québec, où il a libéré, il a redonné le bateau au capitaine par son équipe, a pris une autre embarcation pour venir à Yamachiche. Alors, et les citoyens et le curé les a bien accueillis. On leur a donné des terres aux limites du village aussi. Et c'est pour ça que, d'abord, on appelait le chemin au nord du village la Grande Cadie et la Petite Cadie, peuplée d'Acadiens. Mais ils ne sont pas venus seulement à Yamachiche, Saint-Jacques-Lachigan, le village l'Acadie aussi. Enfin, il y a plein de petits villages où il y a... ils sont un bon nombre, donc. Oui, justement, qui reviennent et qui se multiplient, parce que les familles sont très nombreuses. Oui. Et au début, il semble qu'ils se marient surtout entre eux. Et puis, on va voir au 19e siècle une descendante de Jeanne Perrin, de toute cette lignée-là, qui va épouser un Mélançon, qui, lui, Mélançon est un nom acadien et descendant d'Acadiens. Alors, c'est comme ça que ça s'est finalement mélangé entre voisins, gens de la place et Acadiens. Oui, qui deviennent des gens de la place après quelques générations. Absolument, tout à fait intégrés. Ils ont laissé des expressions, ils ont peut-être laissé pendant un certain temps de la cuisine, des choses comme ça, mais ils font partie intégrante de la population du... Oui, comme on va voir d'autres populations qui vont s'intégrer puis qui vont finalement faire cœur avec leur communauté. À travers votre récit, on traverse des grandes périodes historiques, la conquête, l'invasion américaine, les rébellions patriotes. C'est des événements... Est-ce qu'ils influent sur le quotidien, sur les femmes de votre récit? On peut penser aux rébellions. Il y avait une crise agricole qui précède ça et qui projette un peu, qui est un peu sous-tendant les rébellions. Est-ce que c'est des grands événements qui influent sur le quotidien ou pas vraiment? Ou c'est difficile à percevoir? C'est là qu'on aimerait avoir des écrits. Hein? Oui, c'est ça. Mais on n'en a pas. Alors, prenons la conquête. Oui. Je comprends qu'ils habitent à l'intérieur des terres, mais Yamachiche, c'est un village sur le fleuve. On voit passer les bateaux. Comme tous on les est au villages. courant. Oui, comme une grande partie, oui. Et on voit que ça se passe, mais là où ça nous affecte, je crois, c'est au point de vue économique plus qu'au point de vue politique. J'imagine. Hein. Parce qu'il faut nourrir les troupes. Alors, on réquisitionne pour des gens qui sont dans l'agriculture de subsistance. Il faut qu'ils donnent une partie de leur récolte pour les troupes, par exemple. On vient aussi engager les hommes pour servir dans l'armée. Alors, vous avez des fermes où les hommes sont partis. Alors,
qui s'occupe de la ferme? Ben, c'est les femmes et les enfants. Et les vieillards un peu, mais c'est surtout les femmes qui prennent ça en main. Donc, ça les affecte de cette façon-là plutôt que des grands changements politiques qui respectent quand même la religion, la langue, etc. On le sait, là, et le Code civil. Alors ça, c'est pour la conquête. Oui, c'est vrai que c'est à Yamachiche qu'il y a un événement important dans la lutte des patriotes. C'est la grande assemblée de Yamachiche. Oui. Mais je ne peux même pas vous dire si la descendante de Jeanne Perrin y était. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sait pas. Alors, c'est là que ça m'a permis quand même de broder autour et de voir ce qu'on disait des femmes et le rôle des femmes à cette assemblée-là. Elles ont préparé un grand pique-nique, elles ont nourri les gens qui étaient là. Peut-être pas tous, parce qu'il y en avait quand même plusieurs, mais c'est dit en toutes lettres. Et puis, il y a les orateurs qui vont dire aux femmes de faire des habits en étoffe du pays. Oui. Bon, tout ça. Mais donc, la grande assemblée de Yamachiche, qui a été quand même un marqueur au point de vue des mémoires, on s'en souvient. C'était l'année après l'assemblée de Yamachiche. Oui. C'est resté dans la mémoire populaire. Hein. On voit même dans les archives judiciaires, il y a une cause pour dette impayée, mais on dit ça s'est passé ou avant ou après ou par rapport. C'est comme le point de référence. Oui, c'est le point de référence. Bon, ça s'est passé après l'Assemblée. Puis tout le monde va savoir à peu près quand ça s'est passé. Oui. Mais des suites de ça, il ne se passe pas grand-chose, en fait. On s'est assemblés, on a parlé. Oui, justement, il n'y a pas eu de trouble ou de violence, de quoi que ce soit, rien à Yamachiche qu'on sache. Non. Donc, c'est difficile de percevoir. C'est certainement, les conditions économiques vont changer nécessairement à cette période-là. Il va y avoir l'abolition du régime seigneurial suivant les révolutions patriotes. Bon. Oui, juste. Et même ça, c'est la fin du régime seigneurial, mais je pense qu'au jour le jour, là, dans le quotidien, ça ne change pas grand-chose. Ça va prendre un certain temps avant qu'on abolisse complètement les rentes. Et tout absolument. Ça. On paye toujours la dîme à l'Église. Donc, c'est pas un grand bouleversement là, comme ça a été, disons, à Saint-Eustache, à Saint-Denis. Puis tout. Oui, absolument. Parce qu'il y a eu un gros exode de population. Les femmes à l'étude dans votre ouvrage ont une vie que vous dites que rien ne change. Hein, de génération en génération. Est-ce que c'est vrai ou il y a... Je dis qu'on a dit. On a dit. Louis et moi. Oui. Que rien ne change. En fait, il y a des choses qui changent. Mais c'est subtil, il faut aller les chercher. Mais ça ne peut pas être pareil. Ça peut pas être pareil. On fait toujours mieux que la génération qui nous précède. Légèrement, on essaie. Mais des fois, on joue encore aux échelles et aux serpents. mais oui, on le voit, je vais vous dire, par exemple, le confort. Quand on a une cheminée dans une maison, c'est plus chaud. On voit les possessions énumérées dans les inventaires après décès. S'il y a un lit, si on dort sur une paillasse, des choses comme ça. Il y a le point de vue confort. Il y a l'éducation, on en a parlé. Ça prend du temps, d'accord. Mais il y a des choses qui ne changent pas. On reste en Mauricie. Mais à l'intérieur, donc il n'y a pas de grande mobilité géographique, sauf pour certains qui, avant de se marier, vont être coureurs de bois puis vont aller dans l'Ouest, dans les Grands Lacs. Mais en général, non. Les femmes, là, pour celles que j'étudie, ils ne déménagent pas très loin de leur lieu de naissance. Non, c'est un événement quand elles traversent le fleuve. Ils vont aller à Saint-Pierre-les-Béquets. Après, ils vont revenir à Champlain, puis ils vont revenir. Donc, c'est la mobilité géographique, elle est là, mais pas énorme. On va épouser quelqu'un de la paroisse voisine, mais pas d'une autre région du Québec, vraiment. Mais comme je vous dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était la mobilité sociale et l'alphabétisation. Et là, mais c'est au 19e seulement que ça se produit. Oui, bien, c'est vraiment le sujet de notre prochaine question. On y arrive au fameux 19e siècle. C'est le passage de l'économie pré-industrielle à la révolution industrielle. C'est un changement quand même qui est assez... qui va
va se faire sentir notamment dans cette mobilité au point de vue géographique, là, certainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, comment ça va changer le quotidien des femmes, ne serait-ce que l'accès à l'instruction, c'est le début des écoles de rang, c'est le début de un accès, on peut écrire enfin, on peut écrire des correspondances, on peut s'écrire mutuellement d'une famille On à n'a pas l'autre. trouvé. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Mais oui, puis aussi on va quitter tranquillement On va Trois-Rivières. quitter. Justement, quand on s'aperçoit que la vie peut être meilleure ailleurs, Mhm. que les terres sont pas mal tout occupées, alors il y a en gros 2 options. Ou on va coloniser au nord et dans l'ouest. Bon, au nord, on Mhm. connaît le Curie-Labelle, puis ça peut aller dans l'ouest canadien, là, jusqu'aux Ouais. Rocheuses. Ou on peut aller beaucoup plus près que les Rocheuses en allant en Nouvelle-Angleterre, Mhm. où là, il y a une industrialisation fondée sur les usines textiles. Mhm. Alors, le clergé va avoir une influence dans les 2 cas. Mhm. En général, on préférerait garder les gens au Canada. Mhm. Mais il y a des curés qui ont suivi leurs ouailles en Nouvelle-Angleterre et qui, accueillent aussi ce qu'on appelait les Canadiens français. Là. Et c'est ce que cette famille-là va choisir finalement avec leurs, je crois, 7 enfants. Mhm. Ils vont partir pour Manchester, au Massachusetts, et qui est le centre de l'industrie textile. Et là, vous allez me dire, pourquoi cet endroit-là plutôt qu'un autre? Oui. On allait à Fall River, on allait à Worcester, on allait un peu partout. Mhm. Mais les gens d'une même région avaient tendance à aller au même endroit. Oui, c'est ça, hein, c'est les liens familiaux. Les liens portent, familiaux, ouais. beaucoup. Et quand on regarde les noms, parce que là aussi, il y a des recensements, Mhm. puis on s'aperçoit qu'il y a des brissons, on s'aperçoit qu'on reconnaît les noms de Yamachiche, la région de Yamachiche, à Manchester. Mhm. Alors, il y a des cousins qui sont déjà là. Mhm. Et qui vont tous travailler à l'usine. Alors là, c'est vraiment un changement majeur. Mhm. Parce qu'une chose qu'on n'a pas abordée, c'est que jusque, au moins les années 1850, c'est le troc qui prévaut comme monnaie d'échange. Oui. On paye ses chaussures en bottes de foin. Mhm. Puis là, on le voit dans des dettes, par exemple. Ouais, on ouais. doit des bottes de foin. Mhm. Mais là, ça va être l'économie marchande monétaire, là-bas. On va avoir de l'argent. Ouais. Et ça, c'est nouveau. On va avoir un salaire Mhm. qui va être évidemment inférieur pour les femmes et encore moins pour les enfants. Il y a un âge légal pour travailler qui est, je crois, 13 ans, mais il y en a qui vont commencer à travailler à 10 ans de toute façon. Mhm. Mais dans le cas qui nous occupe, elle va commencer à l'usine à 15 ans. C'est Maria qui va commencer à l'usine à 15 ans. Et c'est à Manchester qu'elle va rencontrer un autre Canadien français, parce que c'est la ville qui a le plus de Canadiens français par rapport à la population aux États-Unis, et qui vont se marier là-bas et qui vont revenir. Donc, il y a une mobilité, il y a un changement drastique. Quand même, c'est de 10 générations d'habitants à travailler en usine. Ça devait être quand même un choc pour Absolument. ces gens. Bien, simplement de voir une ville avec des tramways. Oui, oui. Des amusements publics, des patinoires publiques, des magasins. Mm-hmm. 1000 façons de dépenser. 1000 façons de dépenser. La société de consommation, c'est des tout débuts, mais c'est le début des choses qu'on pouvait faire à la maison. Si on a un petit peu d'argent, on va les acheter. Ouais. Je dois dire qu'elle, à 15 ans, elle remet son salaire à son père, qui ensuite va lui donner de l'argent de poche. C'est comme ça que ça se faisait. Elle ne gardait pas son salaire. Mais rien que le bruit de la ville, rien que la proximité des voisins. Oui. Parce qu'avant, quand vous habitez sur un rang, les voisins, il y a une certaine distance, oui. Tandis que là, non, c'est un changement. L'électricité. Oui, au gaz, pardon, avant l'électricité, il y a le gaz, mais d'avoir des réverbères dans les rues, par exemple. L'éclairage public. Ah non, ça devait être tout qu'un changement pour ces habitants des campagnes. Et que même si ces femmes changent de pays, parce que c'est le cas ici, la religion va être quand même un marqueur identitaire important, puis aussi un marqueur au quotidien également. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. La persistance de l'importance de la religion du début à la fin. Mais ça va par vagues. On voit que c'est plus important encore, si l'on peut dire, au 19e siècle, après 1830.
Et là, il va y avoir plus de dévotion, des importations de reliques, par Oui. exemple, Oui. les célébrations religieuses, mais il y en a, et il y a une observance religieuse. Et Les retraites, tout l'ensemble. tout de ça, Oui. justement. Et à ça va venir s'ajouter les campagnes de tempérance. Alors, Oui. Schnicki, Oui. Schnicki, qui n'a pas toujours été l'apostat qu'on connaît, qui faisait des phrases, qui a été le protégé de l'évêque de Montréal, qui faisait des campagnes. Et Yamachiche était vraiment un haut lieu de la tempérance. Tout le monde avait la croix de la tempérance sur le mur, tout ça, on savait, bon. Ben, avec la révolution industrielle arrive l'alcool qui va être distribué. Ben, avant, de il était plus en fait à plus. la maison. C'est Avant, on ça, en avait ouais, de toute c'est ça, façon. C'est ça. Si je peux ouvrir une parenthèse, Oui, là, oui. même au 18e, quand on a l'acte de donation d'une des agates qui se donne à son fils, elle demande 12 pintes de vin par année et 12 pintes d'alcool. Du vin, c'était pas du vin de raisin, sûrement. C'est peut-être du vin de Gadelle, ça pourrait être du vin d'autres choses. Mais ceci dit, on s'attendait pour des fins médicinales, bien sûr. Oui. Ben, c'est un tonique, oui, effectivement. Mais bon, ça pouvait être élastique. Mais ceci dit, on continue, on poursuit l'influence de la religion au 19e, qui, je crois, va vraiment s'accentuant après 1840. Et aux États-Unis, il y a des paroisses catholiques canadiennes, françaises. Donc, ils sont aussi, peut-être moins, mais très encadrés aussi à Manchester. Ils font baptiser leurs enfants, ils ont... Fait que ça reste quand même je dirais c'est important. C'est un encadrement qui fait partie du quotidien. Et après, pour poursuivre l'histoire, ils ne resteront pas à Manchester très longtemps. Non, ils vont revenir. Ils vont se marier. Elle, c'est une Mélenchon qui va c'est épouser un Brisson. Et ils vont revenir une couple d'années au Québec, mais après, ils vont aller dans le Témiscamingue, du côté Ontario d'ailleurs, du côté ontarien. Et pourquoi là? Ben oui. Ben, il y a énormément de, je dirais pas de pression, mais de propagande, et du clergé et des compagnies de chemin de fer, et des agents de recrutement pour aller coloniser cette région-là. Alors, il y a l'encouragement du clergé. On ne sait pas ce qui a joué le plus dans leur cas, mais de toute façon, ça s'adressait aux gens qui étaient pauvres, qui avaient beaucoup d'enfants et qui avaient le courage de recommencer. Parce que là, ça fait 3 vies là, que Maria recommence. Là. Elle était à la ferme jusqu'à 15 ans. Oui. Dans l'usine à Manchester. Elle se marie. Elle se marie. Ensuite, elle a 2-3 enfants à Sainte-Sophie-de-Mégantic quand ils reviennent dans son village à lui. Ensuite, ils vont aller dans le Témiscamingue puis elle va avoir encore d'autres enfants. Alors, ça fait des gros déménagements. Mais ils rejoignent là-bas. Alors, on s'aperçoit, encore une fois, dans les recensements, que pas dans l'endroit où ils vont à Belle-Vallée et à Rivière-Blanche. Enfin, c'est vraiment au nord du Grand Lac Témiscamingue. Là. Mais un peu plus au sud, dans le Nipissing, tout ça, il y a plein de Brissons, la famille de son mari. On reconnaît des noms. Finalement, c'est pas par un simple hasard. Probablement pas. Non, c'est qu'ils connaissaient des gens là-bas. Intéressant. Donc, eux, ils vont s'établir dans le Témiscamingue. C'était des terres qui étaient déjà habitées par les Autochtones depuis... Mon Dieu, depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Mais même si ces gens-là, quand ils arrivent, sont très, très pauvres, ils vont contribuer à un certain point. Oui, sans le savoir. Sans sûrement. le savoir, c'est ça. Et on ne sait pas quelles étaient les relations. Elles étaient probablement relativement harmonieuses, parce qu'ils dépendaient des Autochtones aussi. Qui est-ce qui conduisait le bateau qui a traversé le lac Témiscamingue pour les amener de l'autre côté? Probablement un Autochtone, mais on ne le sait pas. Mais je veux dire, ils étaient très présents. Mais ils sont présents depuis tout le début. Quand la première arrive au 17e siècle, dans la région de Trois-Rivières, ils sont partout. Ce sont les Anishinabés, qui sont aussi les Anishinabés au Témiscamingue. On retrouve les mêmes. Ouais. Et ils sont toujours là, mais ils ne sont jamais mentionnés. Non, c'est ça. Mais ils sont omniprésents, c'est sûr. Ouais, on les mentionne au 17e pour le trafic d'alcool, par exemple, la traite des fourrures, tout ça, mais à part ça, non.
C'est comme s'ils n'étaient pas là. Puis c'est la même chose dans le Témiscamingue. Il faut vraiment fouiller. Moi, ce qui m'intéressait, puis j'aurais aimé explorer, c'était le contact. Le contact entre Européens et Autochtones a été étudié ailleurs, mais pour cette région-là, je n'ai pas trouvé. L'effet de la colonisation, oui. Ouais, Ça peut ouais. être intéressant. Sur les populations autochtones et l'apport des Autochtones à l'établissement des colons. Mais Comment ça va changer? cette région-là, même là où Ouais. j'étais, n'a pas été étudiée Ouais, de ce point de spécifiquement. vue-là, spécifiquement. C'est un autre beau projet pour un historien. Il y en a des projets Il y en qui n'ont a, pas c'est- été à explorer. Oui, effectivement. Pour terminer cette remarquable entrevue, parlez-nous un peu de votre implication aux archives Passe-Mémoire. En quoi les archives personnelles que vous conservez ici sont si importantes pour documenter la vie des petites, des gens ordinaires et des gens moins ordinaires? Ou on est tous des gens extraordinaires, selon moi. Bon, d'un point de vue personnel, moi, c'est un sujet qui m'a intéressé, la vie du monde, ce qu'on appelle ordinaire. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y avait aussi un sentiment d'urgence. Parce que ça fait 14 ans que les archives Passe-Mémoire existent. Et je me suis aperçue qu'on aurait plus de sources autobiographiques. Vous le savez comme moi, en tant qu'historienne, on consulte les documents officiels, mais on aime bien avoir des témoignages de gens. Si on fait la grande histoire, l'histoire de la Première Guerre mondiale, par exemple, ou si on fait l'histoire quotidienne, on aime avoir des témoignages. On n'aura plus. Quand est-ce la dernière fois que vous avez reçu une lettre avec un thème dessus, puis adressée à la plume, au stylo? Ça fait C'est rare, oui. Bon, effectivement. moi aussi, j'en reçois plus, ou très rarement, jamais. Et, Je vais vous écrire, alors, André. il y avait ça, et même les courriels. Oui. Bon, ils sont dans un nuage. Pendant combien de temps? on sait Pendant pas, combien de ouais. temps vont-ils être lisibles dans 100 ans? Ça, c'est toute la question aussi. Mais effectivement, puis c'est cette chair autour de là, cette correspondance, cette approche de l'intimité qu'on n'a pas à travers d'autres sources. Absolument. Puis Les journaux intimes, par exemple. Ben ça, c'est beaucoup quelque chose qui se développe plus au 19e siècle. Absolument. Oui, c'est ça. oui. c'est D'écrire vrai. sur soi, là. L'écrit sur soi, on n'y pense pas avant, on n'est pas assez important pour ça, non. Mais oui, alors, aux archives Passe-Mémoire, justement, nos documents commencent au milieu du 19e, mais les journaux intimes vers la fin, 1880 même, des journaux de voyage, tout ça. Mais alors, je trouve que c'est très important en ce moment de ramasser, de recueillir ces choses-là et de les mettre à la disposition des chercheurs, parce que ça va se perdre. Parce que les grands centres d'archives refusent de plus en plus, là. Ben oui, prenez la BANQ, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de place. Pour résumer, là, je ne suis pas là personnellement, mais alors, c'est ce qu'on fait. Au départ, c'était des inconnus, des anonymes, des ménagères, un enseignant, une infirmière, des gens comme ça. En fait, on en a quelques-uns, qui n'ont pas été acceptés ailleurs, ou je ne sais pas, mais qui se retrouvent ici. Je pense à Claire Dutrisac, la journaliste. Oui. Bon, on en a d'autres de gens qui avaient des professions, tout ça. Mais on a aussi des gens tout à fait anonymes qui tiennent un journal pendant des années. On a une femme de pêcheur qui, en Gaspésie. Des correspondances de guerre. Correspondance de guerre, oui. Fascinant, oui. Non, mais tout ça, des choses qu'on peut venir consulter ici aux archives. Puis aussi, si Oui. vous avez ce genre de récit-là quelque part chez vous, pensez aux archives Passe-Mémoire qui les préserve et qui les diffuse aux chercheurs. Donc, merci infiniment pour cette belle entrevue, André. Ça m'a fait plaisir. Ça a été vraiment un plaisir. Merci de nous accueillir ici aux archives Passe-Mémoire. J'espère que ça vous a donné le goût aux auditeurs, aux auditrices de lire ce récent et fascinant ouvrage « Les filles de Jeanne », publié en 2024 aux éditions du Remue-Ménage. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont, historienne et animatrice. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre, Jacques ou Louise.
Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.